pour la cause d'Israël, ces gens-là vont jusqu'à dévaloriser la fonction la plus importante de leur pays. C'est à vous dire à quel point les médias et les journalistes en France sont pour la cause israélienne. Moi, je vais être clair, je ne peux pas l'être plus que je l'ai été. Si ce n'est pas dans le communiqué ou le compte-rendu du porte-parole, ça n'existe pas. Parce que je ne vais pas me mettre... Tout au long de l'année, on explique que des conseillers présidentiels disent ça, que le président aurait dit ça, etc. À ce tarif-là, tous les jours, je fais des démentis ou des confirmations. Ça fait de la peine de voir un président être réduit à cela. Donc si on a 180 000, ça fait 1000 personnes mortes par otages israéliens. Des ratios de malades. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation d'Emmanuel Macron qui vient de se rendre compte qu'il était entouré et espionné par des sionistes. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Maintenant, on va comprendre pourquoi je dis que Macron est sionisé. Pourquoi je dis que Macron travaillait avec les sionistes et est espionné par ces mêmes sionistes. Écoutez. Marine Lançon, Marine a proposé ce matin d'écouter en longueur le président de la République parce que ça dure 2 minutes 30. C'est une question qui était posée par Bastien Auger, notre confrère de TF1, qui lui dit vous avez attaqué la presse parce qu'elle a rapporté des propos tenus en Conseil des ministres. Est-ce que vous démentez la fameuse phrase l'Israël a été créée par l'ONU? C'est 2 minutes. Franchement, c'est ubuesque de voir que maintenant en France, les journalistes se sentent assez légitimes à demander à leur président de démentir ou pas des propos qui ne sont pas officiels. Et quand il s'agit d'une autre personne que Israël, vous les voyez faire ça? Et donc pour la cause d'Israël, ces gens-là vont jusqu'à dévaloriser la fonction la plus importante de leur pays. C'est à vous dire à quel point les médias et les journalistes en France sont pour la cause israélienne. 30 de souffrance. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'assiste, et je vous l'ai dit déjà précédemment, à la décomposition du président de la République. Oui. Voilà. Et ça me fait très mal. On va regarder. Parce que c'est notre président de la République. Oui. On assiste en direct à une décomposition de l'institution d'un président de la République. Ça me fait mal, vraiment mal. Voilà. Toutes les choses que Emmanuel Macron a dit, a fait avant de devenir président, après être devenu président, tout ça n'assistait pas à la décomposition de la fonction présidentielle. La seule chose pour ces gens-là qui contribuent à la décomposition de la fonction présidentielle, c'est le fait que Emmanuel Macron dise à Israël qu'elle doit respecter le droit international. Ça les offusque, et ça pour eux, c'est la dévalorisation de la fonction présidentielle. Tandis que Charles de Gaulle et Jacques Chirac, quand ils ont tenu tête face à Israël, là, c'était pas la déconfiture de la fonction. Engagé sur la voie de la paix. Et puis, les événements ont contredit cette approche. Et là, qui est responsable? Israël, le Hezbollah, la Syrie, l'Iran? Dans une affaire de cette nature, tout le monde est responsable. Il n'y a pas un agresseur et un agressé? Oui, il y a effectivement un agresseur et un agressé. Avant, il n'y avait pas de parti pris pro-israélien dans les journalistes français. La France était libre. Comme dans mon ancienne vidéo où je vous avais montré le passage de Jacques Chirac à Jérusalem, quand vous attendiez le journaliste qui commentait le passage de Jacques Chirac à Jérusalem, il n'y avait pas de parti pris pro-israélien. Et ici, vous voyez PPDA, dans sa question, il n'y a pas de parti pris pro-israélien. Le président français ne se précipite pas de désigner Israël comme la victime ici. Tout dépend de la définition qu'on donne à ces termes. Je voudrais d'abord dire que, si j'en crois les dernières nouvelles, celles de ce matin, on peut se demander si il n'y a pas aujourd'hui une espèce de volonté de détruire le Liban. Ses équipements, ses routes, sa communication, son énergie, son aérodrome. Et pourquoi ? Le Liban est un pays avec lequel la France
a depuis très longtemps des relations d'amitié, de solidarité. Et donc la France est particulièrement sensible à ce sujet. Je trouve honnêtement, comme l'ensemble des Européens, que les réactions actuelles sont tout à fait disproportionnées. Alors est-ce qu'il n'y a pas une... Et ici, Jacques Chirac, il s'oppose en disant qu'il constate une volonté manifeste de démolir le Liban par Israël. Or, avec tout ce que Israël a fait à Gaza, aucune personne en France, mis à part quelques-uns, mis à part Dominique de Villepin, tiens, un de ces politiciens français non soumis aux sionistes, qui a dit que la réaction israélienne par rapport à Gaza était disproportionnée et que ça faisait honte aux valeurs de la France. Et j'aimerais que les Français, pas les sionistes, j'aimerais que les Français se souviennent qu'il fut un temps, la France c'était ça. La France, ça fait reconnaître quand il y avait un abus et ne se précipitait pas de baisser son froc et de désigner celui qui massacre comme la victime. Une forme tout de même de passivité vis-à-vis d'Israël, parce que la même situation s'est produite il y a 15 jours à Gaza. Là aussi, on a parlé de réactions disproportionnées. Est-ce que cette passivité, à part dans les mots, ne laisse pas le champ libre à l'expression de cette violence excessive, d'après vous? Oui. Et vous voyez ici, preuve de la liberté d'expression. Regardez la question que Pouchadas pose. Il parle de passivité envers Israël et que cette passivité conduit à la violence excessive ou à des réactions disproportionnées d'Israël. Avez-vous attendu David Pouchadas tenir des propos de la même teneur depuis que le conflit israélo-palestinien a commencé et que maintenant il s'étend au Liban? L'avez-vous attendu parler d'Israël comme il parle ici? Preuve du changement qui s'est passé en France. Alors, il faut prendre maintenant des initiatives et elles sont urgentes. J'ai eu longuement, hier, au téléphone, le secrétaire général des Nations Unies. Et vous voyez, à la question de Pouchadas, si la passivité n'encourage pas Israël à continuer ses réactions disproportionnées, Jacques Chirac qui dit qu'il faut prendre des actions maintenant. Et quand il vous dit qu'il va prendre des actions, il ne vous dit pas comme Emmanuel Macron qu'il va appeler Benjamin Netanyahou pour lui demander d'arrêter ou qu'il va appeler les États-Unis pour lui demander d'arrêter. Il vous dit qu'il va appeler le secrétaire général des Nations Unies pour que les actions puissent être prises. Et vous comprenez bien ici, c'est qu'à cette époque-là, la France n'était pas soumise aux États-Unis ou ses recommandations par les Américains pour agir par rapport à Israël et surtout pour agir par rapport à ses propres intérêts. Et donc c'est vous dire les séquelles que Emmanuel Macron lui-même a mis dans la France. Parce que s'il n'aurait pas été le laquais et qu'il n'aurait pas fait toutes les mauvaises choses qu'il a fait, sans doute il aurait été légitime de parler d'Israël comme il a parlé. Cette phrase prononcée en Conseil des ministres par Emmanuel Macron. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Ce n'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU. Pique cinglante de Benyamin Netanyahou dans un communiqué mardi soir. Un rappel au président de la France. Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France. Mais comme eux tous savent, c'est que l'on décrit dans plusieurs médias que Macron n'est pas là pour le bien des Français ou pour le bien de la France, donc de quel droit quelqu'un qui ne s'intéresse pas au bien des Français et au bien de la France viendrait s'opposer à ce que fait Israël? Le serpent qui se mord la queue. Eh bien, écoutez, on va voir ces 2 minutes 30 et on va pouvoir les commenter. Moi, je vais être clair. Je ne peux pas l'être plus que je l'ai été. Si ce n'est pas dans le communiqué ou le compte-rendu du porte-parole, ça n'existe pas. Parce que je ne vais pas me mettre... Tout au long de l'année, on explique que des conseillers présidentiels disent ça, que le président aurait dit ça, etc. À ce tarif-là, tous les jours, je fais des démentis ou des confirmations. Ça fait de la peine de voir un président être réduit à cela. Et vous-même, là, vous voyez que Fenech, il a raison.
Mais moi, ce que je reproche à Fenech, ce n'est pas d'avoir dit que Emmanuel Macron dévalorise la fonction présidentielle, c'est de le dire que quand il s'agit d'Israël, et surtout de le souligner comme ça. J'ai quelque chose à dire. Je fais un communiqué de presse ou une conférence de presse. C'est ça la déontologie, il n'y en a pas d'autre. Et avec moi, il n'y aura pas de règle, autre que celle-ci. Et depuis 7 ans, c'est comme ça. Je ne vais pas me mettre à faire des démentis sur des propos qui sont sortis de leur contexte et qui n'avaient pas vocation à être rendus publics. Ah, là par contre, il oublie. Là par contre, il oublie. C'est ça. Ces propos avaient vocation à ne pas sortir en public si tu aurais respecté ta fonction, si tu aurais respecté la République, si tu n'aurais pas volé le vote des Français. Tu aurais eu un gouvernement qui t'aurait respecté parce que tu aurais respecté les institutions françaises. Tu as toi-même contribué à dégrader l'image, le respect des institutions françaises et maintenant tu te plains d'en être la victime. Ah non, il ne faut pas se plaindre, il faut être content. Et je ne pense pas deux choses différentes. Ce que je pense, la position de la France, c'est ce que je vous ai dit. Et là où c'est grave, c'est de sortir des propos de leur contexte, de les déformer, et après de vouloir qu'il y ait une réaction. Le travail de mes équipes n'est pas de faire des démentis sur des propos que j'aurais tenus dans telle ou telle réunion. Parce que ce sont des propos... Eh ben si. Voilà ce qui se passe quand une institution est en train de mourir. C'est que les gens qui composent cette institution ne respectent plus les règles, ne respectent plus le fonctionnement, ne savent plus ce qui est à garder dans le secret de l'institution et ce qu'on peut sortir en public. Et donc, il ne faut pas se plaindre de ce qu'on a fait soi-même. Parce qu'à chaque fois qu'il fallait manipuler les Français, c'est toi-même et tes équipes qui faisaient des fuites dans les journaux de ce qui pourrait se faire ou pas avant de le faire. Qui n'ont pas vocation à être des propos publics. Sinon, je ne fais plus de propos publics, et jamais. C'est ça la déontologie collective. C'est la déontologie des ministres et c'est la vôtre. Et donc je veux bien que vous recoupiez. Mais vous ne recoupez pas les propos qu'il y a avant, qu'il y a après, la précision avec laquelle je m'exprime, comme je l'ai fait aujourd'hui devant vous. Et sinon, on rentre dans un système qui est impossible, où je passe ma vie à faire des démentis sur ce que vous écrivez. Et regardez aussi la pratique qui est la vôtre depuis ces dernières années, qui consiste à mettre entre guillemets des propos après un conditionnel. Si ça c'est du journalisme, on ne fait plus de conférences de presse, on ne fait plus de questions-réponses. Voilà. Au moins lui-même, il voit ce qu'il a contribué à faire de la France. Des journalistes qui ne sont plus des journalistes et qui ne font plus du journalisme. Au moins c'est bien. Parce qu'à ce moment-là, il suffit que des gens vous répètent ce que je pense et puis vous demandez si je confirme ou pas, entre nous. Donc honnêtement, ça ne peut pas marcher. Je suis suffisamment disponible et je réponds suffisamment aux questions pour qu'on ait des règles claires et qui soient saines pour le débat public. Et quand après je vois des gens faire des surréactions dans tous les sens sur des propos sortis de leur contexte et après en citant même des mots que je n'ai jamais prononcés, franchement, c'est une pollution et une espèce de dégradation du débat public. Voilà. Donc, mais bien sûr, tels qu'ils ont été rapportés, oui. Mais les propos que j'ai tenus, c'est ceux que j'ai tenus. L'importance, c'est pas tel qu'ils ont été rapportés. C'est ce qui a été rapporté. À partir du moment où ça a été rapporté, on s'en fout de comment ça a été rapporté ou pas. Si ça se rapproche de l'idée de ce que tu as dit, les gens sont preneurs. Voilà, il ne faut jamais contribuer à faire ce que Macron a fait pendant toutes ses présidences, à dégrader lui-même l'institution, le fonctionnement des institutions, contribuer à ce que les journalismes ne fassent plus du journalisme. C'est lui qui a en majorité contribué à cela. Et c'est comme ça qu'il est devenu président. Parce qu'il a bénéficié d'une couverture médiatique en 2017 qui n'avait rien à voir avec du journalisme. On rappelle ici que les journalistes, en 2017, ont crucifié Fillon et ont fermé les yeux sur tous les trucs louches qu'il y avait autour de ce monsieur. Dans mon communiqué de presse du même jour avec le Premier ministre Netanyahou, et que je vous tiens là. Mais je ne vais pas commencer à rentrer dans un jeu, je dément, je confirme. Ça n'existe pas si ce n'est pas un propos que je tiens de telle sorte à ce qu'il soit écrit ou dit devant vous. Non, ça existe. La preuve, tu es en train de dire que ça n'existe pas, ce qui veut dire que ça a probablement existé. Bon, on peut être d'ailleurs
parfois en accord avec ce qu'il dit sur certaines choses. Les leçons de journalisme de Monsieur Macron, après les 7 ans de présidence, il peut les garder pour lui, si j'ose dire. Parce qu'avec un tel bilan, je ne me permettrai pas de donner des leçons de journalisme aux autres. Pour le reste, on peut entendre certaines choses qu'il dit. Non, mais ce qui est frappant, c'est que... Voilà. Donc, maintenant, eux aussi ne prennent plus Macron au sérieux, puisqu'ils disent que Macron n'a pas de leçons à leur donner. Parce qu'ils savent que c'est eux qui l'ont fait. C'est eux qui ont fait monter la hype autour de Macron. C'est eux qui ont trouvé normal que Macron ne fasse pas campagne en 2020 ou en 2022 quand il a été élu. Ils savent que c'est eux qui l'ont fait. Et donc Macron n'a rien à leur imposer. Macron n'a pas à leur dire comment il travaille, parce que quand ça lui profitait, il ne s'en plaignait pas. Là, il était censé, après la dissolution, prendre de la hauteur, être dans le domaine réservé, rester finalement au-dessus de la mêlée et puis redorer un peu son image. On voit que c'est un peu l'inverse. Là, il est en train de devoir se justifier sur des petites phrases. Il ne contrôle même pas ses ministres. C'est un peu pathétique et on le sent acculé. Après, sur le fond, moi, je trouve que cette polémique... Comment pourrait-on prendre de la hauteur si, avant même de prendre de la hauteur, on dégrade les institutions? On dégrade la pratique institutionnelle, on dégrade la démocratie. Eh bien, des fois, avant de parler, il faut réfléchir. Dominique de Villepin vous a déjà dit, c'était quoi la démarche à faire? Il fallait respecter l'esprit des institutions et des pratiques des institutions françaises. Le NFP, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, était arrivé en tête. Il fallait lui permettre d'avoir son gouvernement, d'aller devant le Parlement, de tomber ou pas. Mais il fallait lui permettre de faire ça. Et ainsi, Macron, il aurait pris de la hauteur. Mais en voulant trafiquer les choses, avec votre complicité à vous les journalistes, aujourd'hui vous vous dites qu'il ne sait pas prendre de la hauteur. Mais il est déjà sous le tapis avec ce que vous avez orchestré. Il est sous le tapis, il ne prendra jamais de la hauteur. C'est un sous-président, qu'il le veuille ou non. A pris des proportions qu'elle n'aurait pas dû prendre. C'est une phrase effectivement qui n'est pas publique mais privée. Autant la phrase de Gaulle, le peuple sûr de lui et dominateur, qu'il avait tenue en conférence de presse, c'était des propos assumés et publics. Rien n'est privé en conférence. Non mais d'accord, mais bon, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit avant, je sais pas ce qu'il a dit après. Et je trouve que la réaction de Netanyahou était disproportionnée. Non, la réaction de Netanyahou n'est pas disproportionnée parce que Netanyahou sait qu'il a le droit de réagir comme ça parce qu'il va être soutenu en France. La preuve, il est soutenu dans sa critique d'Emmanuel Macron en France. Les Français eux-mêmes se dressent contre leur président qui demande à ce qu'Israël respecte l'institution qui a contribué à sa création et respecte les vies humaines au Moyen-Orient. Mais les Français, ils sont contre ça. Donc, à partir de là, comment voulez-vous que rien ne soit disproportionné? Et sur le fond, enfin, pardon, il a dit quoi, que Israël avait été créé par une décision de l'ONU. On peut trouver que c'est un raccourci, mais que la réaction, je trouve, de Netanyahou et de beaucoup de gens. En quoi cette vérité serait un raccourci? C'est une vérité historique. En quoi est-ce un raccourci? Les Britanniques n'auraient pas pu attribuer ces terres sans une décision de l'ONU. Eux-mêmes, ils étaient colonisateurs, ça ne leur appartenait pas. Si le processus allait jusqu'au bout, c'est pas Israël qui aurait repris son indépendance, c'est les gens qui ont occupé ces territoires, qui étaient des Palestiniens, qui auraient gardé ce territoire. En France, ça a été disproportionné. Non, vraiment, je vais peut-être laisser parler Rachel. Non, alors merci, c'est gentil. Rachel Kahn. Alors, c'est bien, on n'est pas d'accord. Non, mais déjà... Alors, elle, je comprends pas. Je comprends pas. Ce sionisme dont elle fait la preuve, ça vient d'où? Elle est du parti d'Emmanuel Macron. Elle critique toute position de Macron qui consiste à demander à Israël de respecter le droit international. Ce qui s'est passé ici s'applique à tout le monde aujourd'hui, sur la déformation des propos. Il est le président de la République, donc il est très exposé. Après, on a tout un arsenal de signaux faibles. J'aurais aimé que le président de la République nous parle des otages. J'aurais aimé qu'il nous parle des Français, des 2 Français. J'aurais aimé qu'il nous parle du financement de l'UNRWA. Mais écoutez la chose dont elle parle. Elle aurait aimé que le président de la France fasse fi de ce que la Cour de justice internationale a dit qu'il se pourrait que ça soit un génocide, des gens qui meurent sous les bombes d'Israël, du fait qu'Israël étend son action
au Liban, elle aurait préféré que le président ne parle pas de tout ça. Du fait que Israël rentre en conflit avec l'ONU, du fait que tout l'Occident est en train de perdre son aura à cause des actions d'Israël, non. Elle, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Les valeurs humanistes de l'Occident qui sont passées par-dessus l'épaule, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'aurait intéressé, elle, c'est qu'on s'intéresse d'abord au sort des otages israéliens. On rappelle que les otages israéliens, ils étaient aux alentours de 150 ou je ne sais pas combien. Qu'il y en a encore une bonne partie d'eux dont on pense qu'ils sont toujours vivants. Entre-temps, si vous prenez 150 otages, ça fait un ratio de je ne sais pas combien de morts par otage israélien. Parce qu'on a plus de 40 000 morts directs et presque vers les 200 000, parce qu'on était à plus de 180 000 personnes mortes. Donc si on a 180 000, ça fait 1000 personnes mortes par otage israélien. Des ratios de malades. Mais le plus intéressant, c'est qu'on parle des otages israéliens. Vous avez promis une transparence là-dessus, notamment parce que là, on est en période de finances publiques, etc. Quelle est la transparence? J'aurais aimé qu'il condamne l'importation du conflit. J'aurais aimé aussi qu'il... J'aurais aimé qu'il condamne l'importation du conflit. Mais qui a importé le conflit? Personne n'a importé le conflit. Sauf que le conflit, il est visible à tout le monde. Le monde d'avant n'existe plus. On ne peut plus s'amuser à faire des massacres sur Terre en pensant que ça va passer inaperçu. Ça n'existe plus. Ce monde d'avant où les Occidentaux allaient massacrer les gens et faisaient en sorte que ça ne soit diffusé plus nulle part, ça n'existe plus. Voilà pourquoi ils veulent absolument contrôler les réseaux sociaux. Parce qu'avant, ils auraient toujours pu dire que non, ça ne s'est pas passé comme ça, il n'y a pas d'image, on n'a pas les données, on n'a rien. Maintenant, ça ne peut plus se passer comme ça. Assure une sécurité des Français, de l'ensemble des Français dans sa parole. C'est pour ça que les propos d'Emmanuel Macron ont été mal pris aussi. Pardon? Qu'est-ce que les propos d'Emmanuel Macron sur Israël a à voir avec la sécurité des Français? Non, mais c'est à vous dire. Et cette dame est essayiste et juriste. Mais bon, après, on a de tout en France. Hein. Et désormais, grâce à ce conflit, on a bien vu la différence entre faire des études, avoir des diplômes et être intelligent ou surtout être pertinent. Donc, pour que cette vidéo ne dure pas plus qu'elle ne devrait durer, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez aimé. Peace out.